Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger dans l'une des crises financières les plus marquantes de l'histoire moderne, la crise des subprimes de 2007 à 2008. Qu'est-ce qui a causé l'effondrement du système financier mondial? Comment une crise immobilière locale s'est-elle transformée en une récession planétaire? Et surtout, quelles leçons en a-t-on tiré? Pour comprendre cette crise, il faut remonter au début des années 2000. À cette époque, les États-Unis sortent de l'éclatement de la bulle Internet. Pour relancer l'économie, la Réserve fédérale américaine, la Fed, adopte une politique monétaire très accommodante avec des taux d'intérêt historiquement bas. Résultat, le crédit devient très accessible. Et dans ce climat favorable, l'immobilier devient un pilier central de la croissance économique. Acheter une maison est perçu comme un investissement sûr et même ceux qui n'avaient pas les moyens y sont encouragés. Les banques, en quête de profit, prêtent à des ménages peu solvables, souvent sans apport, ni véritable vérification des revenus. Ces prêts à haut risque sont appelés subprimes, littéralement en dessous de la norme. Mais l'innovation financière va encore plus loin. Ces crédits sont regroupés dans des produits financiers complexes, les CDO collatéralisés, des obligations, puis découpés en tranches de risque, notées par les agences de notation et vendues dans le monde entier à des banques, fonds de pension, compagnies d'assurance. Le système repose donc sur une mécanique sophistiquée, mais extrêmement fragile. À partir de 2006, les signes d'alerte apparaissent. La hausse continue des prix de l'immobilier s'essouffle, puis les prix baissent. Résultat, de nombreux ménages se retrouvent avec une valeur de maison inférieure à leur emprunt. Ils ne peuvent plus vendre ni rembourser. Très vite, des milliers de défauts de paiement s'accumulent, et avec eux, la valeur des CDO s'effondre. Les investisseurs réalisent que ces actifs sont bien plus risqués qu'ils ne le pensaient. C'est un effet boule de neige, les ménages cessent de rembourser, le produit financier deviennent toxiques, les banques enregistrent des pertes massives. La méfiance s'installe dans tout le système. Le 15 septembre 2008, c'est le drame, Lehman Brothers, l'une des plus grandes banques d'investissement américaines, fait faillite. La panique est immédiate. Les marchés s'effondrent. Le crédit interbancaire se fige. La confiance disparaît. La faillite de Lehman marque le début d'une crise systémique qui dépasse largement les frontières américaines. Les banques ne se prêtent plus entre elles, c'est la crise de liquidité. L'entreprise ne trouve plus de financement, investissements gelés, licenciements massifs. Les États, notamment en Europe, doivent intervenir pour sauver leurs banques. En Belgique, par exemple, Fortis et Dexia sont nationalisés partiellement. Sur le plan économique, le chômage explose, le PIB chute dans la plupart des pays développés, le marché boursier perd des milliers de milliards de dollars de capitalise. La crise est aussi sociale. Aux États-Unis, plus de 6 millions de familles perdent leur logement entre 2007 et 2012. L'indignation monte contre Wall Street, les agences de notation et un système jugé irresponsable. C'est dans ce contexte qu'émergent des mouvements comme Occupy Wall Street. Face à l'ampleur de la crise et à la menace d'un effondrement global du système financier, les États et les banques centrales réagissent avec une rapidité et une ampleur sans précédent. Aux États-Unis, le gouvernement lance le plan Paulson, mobilisant 700 milliards de dollars pour renflouer les banques en difficulté et restaurer la confiance dans le système. En parallèle, les banques centrales, notamment la Fed aux États-Unis et la BCE en Europe, abaissent leur taux d'intérêt à des niveaux proches de zéro afin de faciliter le crédit. Elles mettent également en place des politiques de quantitative easing, c'est-à-dire des rachats massifs d'actifs financiers, dans le but d'injecter des liquidités dans l'économie et d'éviter une spirale déflationniste. Mais il fallait surtout éviter que ce type de crise ne se reproduise. Pour cela, des réformes structurelles ont été mises en place à l'échelle nationale et internationale. Aux États-Unis, la loi Dodd-Frank, adoptée en 2010, a marqué un tournant en imposant des tests de résistance aux banques, en encadrant certaines pratiques spéculatives et en renforçant les obligations de transparence. Sur le plan international, le cadre réglementaire Bâle III a durci les exigences de fonds propres pour renforcer la solidité des établissements bancaires. Par ailleurs, les agences de notation, accusées d'avoir joué un rôle dans la diffusion des risques, font désormais l'objet d'un contrôle accru. Enfin, certains produits financiers particulièrement risqués ont été encadrés voire interdits, afin de limiter la propagation de chocs financiers en cas de défaillance. Depuis cette crise, le système a changé, mais il reste vulnérable. D'un côté, les banques sont mieux capitalisées et les mécanismes de surveillance sont renforcés. Mais d'un autre côté, depuis la crise, si le système financier s'est en partie renforcé, plusieurs fragilités subsistent. Les taux d'intérêt historiquement bas, maintenus pendant plus d'une décennie, ont favorisé l'émergence de nouvelles bulles spéculatives, notamment dans les secteurs de la technologie, de l'immobilier et des crypto-monnaies. Parallèlement, la dette publique mondiale a atteint des niveaux records, conséquence directe des plans de relance massifs engagés par les États.
Malgré les réformes, certains produits dérivés complexes continuent de circuler sur les marchés. Et plusieurs économistes alertent, le risque systémique n'a pas disparu, il a simplement changé de forme. Cette crise a aussi changé notre rapport à la finance. Elle a renforcé l'idée que les banques ne peuvent pas faire faillite, car elles sont too big to fail. Mais cela pose une question fondamentale, a-t-on vraiment tiré toutes les leçons de la crise? La crise des subprimes est un rappel brutal, quand le système repose sur une confiance artificielle. Une régulation insuffisante et un endettement excessif, l'équilibre peut s'effondrer très vite. Comprendre cette crise, c'est non seulement mieux appréhender notre monde économique, mais aussi se préparer aux crises de demain. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et la partager autour de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans l'histoire économique.